Je vous jure, j'aurais peur. Les Golemons qui vont payer pour ça. Je vois pas ce que ça vient foutre là. Quel est le lien? Qui parle comme ça? Nous rembourser tout l'argent qu'elle nous doit. Un enfer. La plus surcotée de toute l'histoire de France. Je trouve ces questions complètement à chier. Tout ce qu'elle fait, c'est waouh. À mon avis, il n'y a pas 150 000 euros. Non mais vous nous prenez pour qui, les filles? C'est cela. Ouais. C'est trop. C'est too much. Oh, ce qu'on va se mettre. C'était un petit peu la sélection naturelle avant. Je veux dire, il en a fait des dingueries Aquababe. Et jamais il s'est pris une vague de haine aussi forte que lorsque Maïsan a décidé de lui couper les jambes. Je sais pas si vous réalisez. Alors j'en sais rien, hein, mais j'imagine que s'il a désactivé son compte à cette occasion alors qu'il l'a jamais désactivé avant, c'est que la vague de haine est plus forte. Et donc, si tant est que on puisse évaluer, dans quelque mesure que ce soit, la vague de pressing que s'est pris Aquababe, j'imagine que ça doit pas être de tout repos pour Hotman Zatis. Ouais, Aquababe a désactivé son Insta complètement. J'ai pas de nouvelles de lui. Je peux lui demander si vous voulez, tiens, si c'est de son choix ou si son Instagram a sauté. Déjà, ça serait intéressant. Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai toujours pas reçu mon invitation pour le mariage. Ça, c'est la première de mes requêtes. La deuxième de mes requêtes, c'est une petite question. Ton Insta, il a sauté ou tu l'as désactivé toi-même? Je comprends pas ce qui s'est passé. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Je te fais des bisous. Est-ce qu'il a Snap? Ou est-ce qu'il a disparu de Snap aussi? Ah ouais, il y a aucun Snap. Mais il a l'air en ligne. Alors que Aquababe m'a répondu. Il me dit j'ai désactivé moi-même, j'ai besoin d'une courte pause à cause de la haine reçue. Les gens sont hypocrites. Toute l'année, ils balancent à Aquababe, consomment du Aquababe, mais à la moindre occasion, ils crachent sur la page. Et ben écoute, je t'ai défendu hier sur mon stream par rapport à ce que Maïsan a dit. Pour moi, tu es un genre de prétexte, c'est-à-dire un genre de bouc émissaire. C'est plus confortable de cracher sur Aquababe alors qu'Aquababe n'est qu'un messager. Je veux dire, si c'était pas toi qui le faisais, il y avait quelqu'un d'autre qui l'aurait relayé ce dossier, comme à peu près tous les dossiers. Aujourd'hui, tu es le plus connu sur la scène du scoop et du blogging. C'est à toi que les gens parlent, mais le jour où tu disparais, il y en a un qui prend ta place. Donc, je t'ai défendu. Moi, j'ai pas toujours été d'accord avec toi. Mais en tout cas, ce coup-ci, je trouve que tu ne mérites cet acharnement. Donc, je te souhaite de prendre une petite pause et de nous revenir plus fort que jamais. Voilà, je te fais des bisous. Voilà, bah vous avez une réponse. Aquababe a désactivé lui-même son Instagram parce que, comme je l'avais pressenti, ça veut dire que il s'est pris une vague de haine qui est plus importante que lorsqu'il a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, annoncé la mort de Brigitte Bardot, annoncé la mort du rappeur de je sais plus qui c'est, etc. Vous imaginez la puissance de Maïsan? On va commencer, on a quelques petites infos à découvrir, quelques petits reacts. Tout d'abord, il est clair maintenant, et on en a parlé il y a quelques jours et je lui ai envoyé un gentil message lui disant que ça faisait plaisir de le voir heureux, de le voir content, et il a l'air en bonne santé, tout a l'air de bien aller. Il est clair maintenant que Bébé est en couple. Regardez cette petite vidéo. Il a l'air très content. 1, 2, 3, 4 anneaux, le moteur va trop vite. Voilà, c'est toujours la même fille qui est dans tous ces TikTok, qui montre jamais sa tête. La réalité, c'est qu'à peu près tout le monde sait qui c'est. Je vais vous montrer qui c'est. On va aller voir son TikTok. Mais en tout cas, il a l'air fou amoureux, il a l'air très content. Il la montre de dos des tonnes de fois, il la montre vraiment dans beaucoup de TikTok. Et ça fait plaisir. Voilà, on est content pour lui, c'est trop bien. Il a l'air content et il a l'air sain. Il semblerait que cette meuf lui fasse du bien. Quand même cool. On va découvrir qui c'est dans un instant. C'est parti. Regardez, voilà, elle s'appelle Constance
Elle Lorca, je sais pas comment ça se prononce. Ça va être Constance Lorca. Et la voilà, elle a fait l'île de la tentation. J'ai disparu des réseaux et du monde en général. C'était pour le tournage. Du coup, je suis super excitée et je suis trop contente. Mais alors, je comprends pas, ça veut dire elle a fait l'île de la tentation, mais elle était déjà connue parce qu'elle dit j'avais disparu des réseaux, etc. Genre, il y a personne qui dit j'ai disparu des réseaux quand il avait pas de réseau, quoi. Enfin, quand il n'existait pas sur les réseaux, elle était déjà connue. De pouvoir vous le dire et que la saison com, ce fut une saison incroyable. Donc, vous l'avez compris, j'ai été tentatrice et c'était exceptionnel. La saison va juste être incroyable et j'ai trop hâte que vous regardiez ça. Donc, on se retrouve sur W9 en janvier. Et du coup, j'imagine que, par exemple, là... Ah bah regardez, on reconnaît la veste du bébéo. Je vois qu'il y en a qui disent elle ressemble à Polska. Elle ne ressemble pas du tout à Polska. Absolument pas. En fait, quand ces gens font une chirurgie pas possible sur leur tête, ils ont tous la même tête. Ça uniformise les visages de tous. C'est-à-dire, ils se retrouvent avec des lèvres comme ça, un tout petit nez, les yeux tirés vers le haut, et vous avez l'impression que c'est tous les mêmes. Mais c'est un peu, je trouve, l'énorme problème de la chirurgie esthétique, c'est que si à la limite, chaque chirurgien avait son style et puis essayait de faire un peu comme un tatoueur à chaque fois une nouvelle création pour donner de la personnalité à chacune des meufs qui retouchent, à la limite, pourquoi pas. Le seul problème, c'est que on a l'impression qu'elles sont toutes sœurs maintenant, que limite sœurs jumelles, elles ont toutes exactement la même bouche, toutes exactement le même nez, toutes exactement les mêmes yeux et les mêmes pommettes, etc. Enfin, la chirurgie esthétique uniformise les visages d'absolument toutes les meufs et je trouve que c'est déplorable. C'est déplorable. Ce n'est pas du tout mon type. Quand je vois ça, je me dis waouh, encore une quoi. Je n'en veux pas. Ça ne m'attire absolument pas du tout. Donc Bébao peut dormir sur ses deux oreilles, je ne lui piquerai pas sa meuf. J'aurais peur. Genre je sors avec une meuf comme ça, j'aurais peur. Genre je me dirais est-ce que elle est vraiment là pour moi, qui je suis quoi. Je vous jure, j'aurais peur. Genre la meuf elle a fait sa première télé-réalité il y a 20 minutes. On dirait déjà Léa Marie qui fait des TikTok avec des ongles gigantesques, des lèvres comme ça. On dirait honnêtement qu'elle travaille à Dubaï, quoi. Je sais pas ce que c'est son métier. Par contre, elle avait déjà des abonnés avant, j'imagine. Oh, bah non, même pas. Elle faisait pas de vues du tout. Donc voilà, moi j'ai l'impression de voir quand même un peu une meuf en mode tout ce qui brille un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous avoue que vu l'énergie qu'elle avait l'air de mettre à essayer de percer, je serais Bébéo, je me méfierais. Je dis pas que c'est le cas, j'en sais rien, je la connais pas, mais je me méfierais parce que Bébéo a été assez utilisé. Bébéo, c'est un peu dans la télé-réalité, ça a été encore et encore et encore et encore et à chaque télé la même chose. Ça a été, tu veux devenir célèbre, il faut faire un bisou à Bébéo, voire plus. C'est un lanceur de carrière. Moi, je vois une meuf comme ça, qui ressemble à ça. On dirait un stéréotype de meuf de télé, quoi, qui essaye d'être une meuf de i. Je serais Bébéo, je me méfierais. Donc j'espère que ça se passera bien, j'espère qu'elle est vraiment là pour lui, parce que en tout cas lui ça a l'air de le rendre heureux et ça risque de le rendre triste à nouveau s'il s'avère que c'est une de plus dans la série des 9 de I, dans la série des 9 de I qui ont utilisé Bébéo pour la fame, pour percer. On enchaîne, regardez ça, une nouvelle formation, The Next Level. Ça arrive, peut-être qu'on pourra y jeter un coup d'œil, je crois que c'est dimanche soir. C'est pas possible, putain. Tu crois honnêtement que quelqu'un d'intelligent pense que tu peux le former à quoi que ce soit? Honnêtement, tu penses honnêtement qu'il y a quelqu'un qui se dit qu'il peut avoir envie d'apprendre quoi que ce soit que t'aies à lui apprendre? Honnêtement, t'es devenu connu parce que t'as fait Secret Story. Et c'est tout, point final. Et c'est comme ça que tu fais de l'argent depuis. Et cette année, t'as réussi à être pote avec Vivi. Et grâce à Vivi, ton podcast marche. Sans Vivi, ce podcast n'existe pas. Je vous ai donné en 2 secondes la recette du
et je vais pas appeler ça un succès, mais la recette de comment Anaïs Quadratu fait de l'argent. Voilà, point final. Et tout le reste, tout ce qu'elle va dire, qui va soi-disant nous apprendre à pourquoi ton téléphone est déjà ton meilleur levier pour reprendre le contrôle de ta vie. Tu vas découvrir une opportunité méconnue pour gérer des revenus simplement depuis ton téléphone, sans followers, sans business plan, sans être influenceuse. Alors explique-nous, hein, mais c'est le moyen le plus rapide aujourd'hui pour créer une activité libre, flexible et qui colle à ta vie. Explique-nous comment toi tu fais sans followers, parce que genre on a du mal à se représenter étant donné que tu les as. 2, pourquoi tu n'as pas besoin de confiance en toi, de talent ou d'expertise pour te lancer? Si tu penses que ce n'est pas pour toi, ce passage va te surprendre. Je vais te montrer comment des femmes ordinaires réussissent à se lancer même sans compétences, sans expérience et sans oser se montrer au départ. D'où tu le sais? Genre, ça devient d'où exactement? Pourquoi ta situation actuelle, job, charge mentale, enfant, doute, n'est pas un frein mais un moteur? Même si tu travailles, que tu es maman ou que tu n'as que 2 heures par semaine, tu verras comment transformer ton quotidien en source de revenus grâce à une activité souple, accessible et concrète sans tout bouleverser dans ta vie. Sans trop mouiller, elle va nous sortir une histoire d'e-commerce. Le seul argent qui va être fait dans toute cette entreprise, c'est les Golemont qui vont payer pour ça. Je me mouille pas en vous disant que c'est exactement ce qui va se passer. Présenté par Anaïs Quadratu, issue d'un milieu modeste et marqué par des années de harcèlement scolaire. Je vois pas ce que ça vient foutre là. Anaïs Quadratu ne se destinait pas à une vie d'entrepreneur. Ça, c'est sûr. Pourtant, à force de détermination, elle transforme ses blessures en moteur. Bah, elle a fait Secret, quoi, parce qu'elle était jumelle. Elle a fait Secret parce qu'elle avait une jumelle. Hein. Soyons honnêtes. Ça manque un petit peu d'honnêteté. En l'espace de 10 ans, elle a bâti une carrière dans l'influence, collabore avec les plus grandes marques, crée plusieurs entreprises et voyage aux 4 coins du monde grâce à ses contenus tout en devenant maman. Aujourd'hui, elle met son expertise au service de celles qui souhaitent à leur tour créer leur liberté. Alors, si Anaïs Quadratu n'avait pas fait Secret et était devenue influenceuse d'elle-même, d'accord? Si on ne lui avait pas donné une opportunité qu'elle doit au fait d'avoir été jumelle, c'est-à-dire à 2 petits spermatozoïdes qui sont rentrés en même temps dans l'ovule. Donc rien à voir avec elle. À ce moment-là, ça serait cool de savoir comment elle a fait. La meuf, personne lui a donné de la visibilité et elle a réussi à faire sa place. Ça serait intéressant. Je veux dire, et il y en a, hein. Il y a des youtubeuses qui ont fait leur place sans aide. Vous vous rendez compte quand même que la première phrase, il y a marqué harcèlement scolaire. Quel est le lien? La deuxième phrase, elle va nous apprendre comment être influenceur. Mais alors que tu vas nous apprendre quoi? Comment faire Secret parce qu'on a une jumelle? Son objectif, transmettre une méthode simple et concrète. Et écoutez, on y revient. C'est toujours la même chanson, le même manège pour générer ses premiers revenus depuis son téléphone, sans diplôme, sans followers, sans renoncer à la vie actuelle, en restant à la maison, en travaillant pas. C'est exactement la même chose encore et encore. Le fameux life hack. Et si à la limite, ce life hack, tu pouvais en témoigner toi-même. Mais tu ne peux témoigner d'absolument aucun life hack puisque pour vendre quoi que ce soit, peu importe l'e-commerce que tu fais, pour vendre quoi que ce soit, et attention, hein, elle ne vend pas. Même avec les followers, elle ne vend pas. D'accord? Même avec les followers, elle ne vend pas. C'est-à-dire que même si elle voulait donner un cours à des influenceurs pour vendre, faire du e-commerce, elle n'a pas ce life hack. Elle ne vend pas. Viens, donne-nous des chiffres demain. Donne-nous des chiffres. On sera là dimanche, on regardera. On va s'inscrire gratuitement. Donne-nous des chiffres. Vas-y. Tout ça, les amis, tout ça, je vous le dis, je vous le redis, je vous le dis à chaque fois, leur formation bidon, là, le jour où toutes les formations sont pas bidons, le jour où vous vous faites former par quelqu'un, il faut que ce soit par une personne dont le parcours est réplicable. D'accord? Mais là, demain, je peux pas me réveiller, être blonde, avoir les yeux bleus, avoir une jumelle qui parle comme ça et être contacté par Secret Story. Je ne peux pas. C'est pas possible. Et personne ne peut me l'apprendre. Par contre, elle peut nous apprendre comment on s'embrouille avec toute sa famille pour des histoires d'argent, comment on s'embrouille avec sa propre sœur jumelle. Parce que ça, il y a très peu de gens qui savent le faire. Il y a des gens qui savent s'embrouiller entre frères et sœurs, mais il y a peu de gens qui savent vraiment genre couper le contact avec leur sœur jumelle. Ça, c'est très difficile. Elle peut nous apprendre comment partir à Dubaï pour pas payer d'impôts sur ses collabs. Ça, elle peut aussi.
ça, c'est intéressant. Voilà, comment probablement, ils ont dû créer une société à Dubaï, donc ils peuvent apprendre aux influenceurs sans éthique comment éviter les impôts français, par exemple. Il y a plein de choses qu'elle peut nous apprendre, mais ce qu'elle nous propose là, elle peut pas nous l'apprendre, d'accord? Parce qu'elle ne l'a pas compris. Elle ne peut pas expliquer, elle ne peut pas nous expliquer comment en arriver là. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? La seule chose qu'elle essaye de faire là, c'est de se faire de l'argent. Et si tu as besoin de faire une formation dont tu ne sais rien, bah c'est de l'argent, t'en gagnes peut-être pas assez à côté, ok? Parce que sinon, t'aurais pas besoin de faire une formation. Tu t'emmerderais pas à faire une formation sur laquelle tu n'as aucune information. Voilà, point final. Next, on a pu voir dans la story de Ilan Seteo, Magali Berda, la piraterie est finie. Magali Berda fait saisir 40 millions d'euros des droits d'auteur de Booba. Alors on peut vérifier, Magali Berda fait saisir à titre conservatoire 40 millions d'euros sur les droits d'auteur du rappeur Booba. Alors moi ce que je comprends pas c'est Booba il fait encore 40 millions d'euros par an de droits d'auteur parce que 40 millions d'euros je peux pas y croire. Ils sont où ces 40 millions d'euros? Ça veut dire que ce serait des droits d'auteur de Booba que Booba n'aurait pas encore touché. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'imagine que les droits d'auteur ça tombe tous les ans ou tous les mois. Ils viennent d'où ces 40 millions d'euros? Alors à titre conservatoire, ça veut dire que, bien sûr, Magali Berda ne touchera jamais 40 millions d'euros. Quand on dit à titre conservatoire, ça veut dire on ne saisit rien, d'accord? On enregistre qu'il y a ça, il n'a pas le droit d'y toucher, c'est bloqué, au cas où il y aurait par la suite une décision de justice qui forcerait Booba à payer des dommages et intérêts à Magali Berda. C'est potentiel. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que là, Kali, elle dit c'est peut-être une saisie sur plusieurs mois, années. Soit, mais Booba, quand il touche sa SACEM, il la laisse pas à la SACEM. Je veux dire, il investit, il fait quelque chose avec cet argent. Il le dépense. Tu le trouves où? Moi, je vous avoue que cette histoire, j'y crois, mais alors, pas du tout. Il n'y a pas 40 millions d'euros de Booba qui traînent quelque part. J'y crois pas du tout. Booba a eu un effet extrêmement positif, avec quelques dommages collatéraux, mais un effet extrêmement positif sur ce monde-là. Il a attiré la lumière, il a attiré l'attention de la loi. La DGCCRF est arrivée à la suite des coups de gueule de Booba. Les influx voleurs, c'est Booba qui les a mis en lumière. Mais Booba, ce qu'il a fait, ça a fait beaucoup de bien. Magali Berda et l'histoire du harcèlement, on en a déjà parlé. Hein. Heureusement qu'il y avait Booba pour incarner, pour donner à tous ces débiles qui insultent sur les réseaux sociaux, pour leur donner un roi. Toutes les racailles qui viennent sur ton compte et qui disent « Wesh, on va mettre de l'essence dans la bouche de ta mère, on va mettre le feu !» Wesh, on va trouver tes parents, on va les niquer, t'as vu? Bon voilà, ces gens-là, ils avaient pas de guide. Ils ont trouvé en la personne de Booba un genre de Saruman, quoi. Je peux vous dire qu'ils ont pas attendu Booba pour insulter Magali Berda, ou moi, ou Lena Mafouf, ou qui que ce soit. Maintenant, il y a personne qui s'est autant victimisé de ces débiles sur les réseaux sociaux qui insultent tout le monde que Magali Berda. Magali Berda a fait de ce harcèlement un business. Je veux dire, quand on a entendu Magali Berda communiquer sur autre chose que ce harcèlement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Magali Berda ne touchera pas 40 millions d'euros. Voilà, c'est quasi certain. C'est une saisie conservatoire, c'est au cas où. Pendant ce temps-là, Magali Berda vend tous ses habits sur Whatnot. Elle va se retrouver à poil et elle n'aura plus... Alors, tu t'achètes pas des vêtements avec une saisie conservatoire, hein, malheureusement. Il y a un truc qu'on n'a pas bien vu, par contre. Dans la story d'Ilan, et c'est pour ça que je l'avais prise, la story d'Ilan, parce que finalement, pourquoi prendre une story d'Ilan si on n'en a pas besoin? Regardez ce qu'il y a marqué là. Regardez qui c'est. Regardez qui c'est. On la connaît, elle. Ça, c'est une mail ORL. Et mail ORL qui répond dans la story d'Ilan, quelle bonne nouvelle, elle va enfin pou. Et alors là, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a pu dire sur Magali Berda par rapport aux 40 millions d'euros de saisie conservatoire? Elle va enfin pou quoi? Elle va
enfin pouvoir nous rembourser tout l'argent qu'elle nous doit. Voilà, c'est ça qu'elle a marqué Mel ORL, et qu'elle ne croit pas que ça passe inaperçu. Elle va enfin pouvoir nous payer, nous rendre l'argent qu'elle nous doit. Et donc, il semblerait que Maëva Guénam ne soit pas la seule ex de Bébéo à qui Magali Berda doit de l'argent. Il semblerait qu'elle en doive aussi à Mel ORL et probablement à d'autres. Et ça, c'est très drôle et c'est très intéressant parce que, encore une fois, ça vous dit que Magali Berda, elle est pas blindée. Magali Berda, elle est dans des espèces de sable mouvant en train de vendre ses habits sur Whatnot. Vous comprenez? Magali Berda, elle est pas blindée. Magali Berda, si elle pouvait éviter d'avoir l'image de quelqu'un qui brade ses habits Versace sur Whatnot, je vous le dis, elle éviterait, sachant à quel point la meuf est bling bling. Allez, on enchaîne. Adé Laurent qui a dit que Amine m'a tué était surcoté. Regardez. Amine m'a tué surcoté pour moi. J'ai vu 2-3 clips passer. Ennuyeux à mort. Pas une blague. Pas une prise d'opposition. Pas marrant. On a dû le voir sourire 2 fois. Je trouve ultra surcoté. Il est dans la retenue de fou, Amine. Moi, j'ai du mal avec les influenceurs qui sont dans la retenue. J'aime pas trop ça. Alors, je peux comprendre. Il y a des marques derrière. Toi, Adé, c'est ton propre taf. T'as pas de boss au-dessus. Tu prends pas. Moi, je prends des positions. Je parle. Je m'en bats les couilles de ce qui se passe derrière moi. Donc, je peux comprendre. Mais moi, j'aime bien l'authenticité, les frères. J'aime bien la franchise. J'aime bien le franc-parler. Je suis tellement d'accord avec lui. Je vous avoue que je ne comprends pas un humain qui passe sa soirée à regarder Amine. Genre, je comprends pas. Alors, bon, je comprends que peut-être il sélectionne des vidéos intéressantes. Son react, moi j'ai vu des reacts de Amine, des reacts qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire, tu pourrais regarder le truc sans lui, c'est pareil. Le gars n'a jamais apporté quoi que ce soit aux médias de base, c'est-à-dire le média auquel il réagit. Jamais. Tout ce que j'ai vu. Putain. Et puis alors, c'est pas drôle. Le mec, il tire une gueule. Un enfer. Je comprends pas comment il a fait pour percer. En fait, à part me dire, il a été là au tout début. C'est la seule raison que je vois. Il était là au tout début. Ça a été un des premiers à faire des reacts. Et du coup, quand il a réagi, les gens regardaient pour ce qu'il diffusait et pas forcément. Voilà, il avait pas de compétition. Il avait pas besoin d'être drôle. Il avait pas besoin. C'était le seul à le faire. Et puis, du coup, les gens ont regardé et il a percé comme ça. Mais honnêtement, waouh, le gars. Maintenant, si vous voulez, on joue à un jeu. C'est ça que je voulais faire. Ça m'a donné une idée, cette histoire de Adé Laurent. Donnez-moi des noms et dites-moi qui surcoté ou sous-coté. Et moi, je vous réponds et je vous réponds pourquoi, si vous avez envie. Michou, je dirais ni surcoté ni sous-coté. Je dirais coté à sa juste valeur. Parce que Michou, à mon sens, s'est très bien débrouillé, est parti de rien, a conquis une audience grâce à sa personnalité. C'est un petit mec. Il a pas profité de son physique. Voilà. Lui est... Oh là là, désolé, ça c'est dur. Mais il a pas profité de son physique. Genre, c'est pas un mec qui a conquis qui que ce soit parce qu'il était beau. Moi, je trouve que Michou, il est coté à sa juste valeur. Anime, je dirais coté à sa juste valeur. C'est un mec qui a rencontré le succès qu'il méritait. Il est, à mon sens, extrêmement drôle malgré tout ce qu'on peut dire sur lui aujourd'hui. Moi, il me fait beaucoup rire. Je trouve qu'il est piquant, il est moqueur, il est drôle comme j'aime. Et je ne suis pas du tout choqué par les propos d'Anime. Je comprends son second degré et je crois que c'est le gros problème de beaucoup. Thibaut InShape, je dirais coté à sa juste valeur. Coté à sa juste valeur aussi. Thibaut, c'est un mec qui a bossé comme un fou, qui bosse comme un fou. Lui, je le connais personnellement et je sais à quel point il bosse. En plus d'avoir toujours dans son domaine, de s'être renouvelé, d'avoir jamais arrêté de taffer, c'est un acharné. Léna Situation, je dirais légèrement surcoté, même je dirais surcoté. Surcoté parce que c'est aussi une énorme bosseuse, hein. Attention, c'est aussi une énorme bosseuse, mais je trouve que Léna Situation a beaucoup bénéficié de son entourage, voilà, des gens dont elle s'est entourée au fur et à mesure de son ascension. Moi, je me retrouve pas forcément dans ce qu'elle fait. Et je pense aussi que la direction qu'elle a pris en allant vers le super luxe
pour moi, elle s'est déconnectée de son audience et son audience aurait pas dû rester. En fait, ça veut dire cette simplicité que je vous ai vendue jusqu'à présent n'était qu'une simplicité forcée et que ce après quoi je courais, c'était le luxe et les paillettes. Donc je dirais légèrement surcoté, légèrement parce que c'est aussi une immense bosseuse qui a très 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 bien travaillé et qui a fait tout toute seule et donc respect tout de même. Les gens de télé-réalité, vous pouvez carrément oublier, ils sont tous surcotés, même moi, parce que ce qu'on a eu, on l'a beaucoup moins mérité que les autres. On l'a beaucoup moins mérité que les autres parce que pour beaucoup, on le doit un petit peu à notre physique, on le doit un petit peu à un coup de chance, on le doit un petit peu à notre personnalité naturelle qui a été repérée par un casteur, etc. Et on a eu beaucoup d'abonnés et beaucoup d'influence qu'on n'avait pas forcément mérité de fou, quoi. Jordan Bardella, c'est la personne, disons l'être vivant la plus surcotée de toute l'histoire de France. Je crois pas avoir vu une personne dans ma vie sur le point d'avoir autant de différence entre son pouvoir et sa valeur. Guillaume Play. Guillaume Play, c'est avec Bardella, je pense, la personne la plus surcotée qu'on a eue depuis le début de cette liste. Guillaume Play est soit un bosseur, voilà, mais honnêtement, à des interviews qui sont... Putain, je comprends pas que ça soit si regardé, à part pour le fait qu'il ait des bons invités, qu'il les ait avant tout le monde, qu'il les ait. Mais sans ça, honnêtement, sans le carnet d'adresses, sans les contacts, sans les gens qui viennent en interview, je trouve ces questions complètement à chier. Genre, c'est nul. On dirait qu'il lit sa goddamn list. Il réagit pas aux réponses des gens. Je le trouve extrêmement surcoté. Et en plus de ça, Guillaume Play, j'ai peur que ce soit pas un mec, très bien. Océane Hamsler, je dirais un peu surcoté. Océane Hamsler, il y a un effet genre waouh. Tout ce qu'elle fait, c'est waouh. Et je trouve pas ça bon, si, c'est un peu cool, ouais, c'est parfois assez intelligent, mais c'est pas non plus c'est surcoté, Océane Hamsler. C'est très surcoté. On passe à la suite. Allez, c'est parti, on enchaîne. Sarah Frézou condamnée à payer 150 000 € à l'État pour ses achats de luxe avec l'argent de la société. De perdre son procès contre les impôts et d'être condamné à verser 150 000 € à cause d'une grosse erreur, croire que l'argent de sa société était son argent. Je peux vous dire que 150 000 € aujourd'hui pour Sarah Frézou, c'est quelque chose. 150 000 €, à mon avis, faut aller les chercher sur le compte. À mon avis, il n'y a pas 150 000 €. Tout commence en 2017 quand Sarah Frézou ouvre sa société Frézou Industrie pour percevoir les salaires tirés de ses participations à des émissions de télé-réalité et les revenus issus de ses placements de produits. Le problème, c'est qu'elle utilise aussi le compte de sa société pour payer son shopping de luxe, les meubles de son logement et ses voyages. Voilà, il y a des choses que tu peux payer avec l'entreprise parce que ça a un lien direct avec les dépenses les dépenses de l'entreprise ont un lien direct avec ton activité. Des choses que tu peux défrayer ton entreprise, mais ça se fait pas n'importe comment et il faut pouvoir prouver que ça te sert dans ton travail. Tu peux pas faire n'importe quoi. C'est le même problème qu'a eu Julien Bert, par exemple. Au total, elle a fait passer près de 120 000 € de dépenses personnelles en frais de société. Et ça, c'est interdit par la loi. En droit, ça s'appelle un abus de biens sociaux. Sarah Frézou, elle doit habiter à Dubaï ou je sais pas où. Dites-vous que ces 120 000 €, c'est sur une courte période de temps, ok ? De l'époque où ces partenariats, etc., étaient gérés en France par une société française. Aujourd'hui, elle ne s'encombre plus de ce genre de règles, puisqu'elle habite à Dubaï et que tout l'argent qu'elle gagne lui revient et elle peut le dépenser à sa guise. Si tu es le seul actionnaire ou dirigeant, l'argent de ta boîte doit servir uniquement à financer des dépenses professionnelles et jamais des dépenses perso. Sarah a d'ailleurs tenté de se justifier en disant que les dépenses ont été faites dans l'intérêt de sa boîte, mais le tribunal n'a pas du tout été d'accord. Elle a même tenté de jouer la carte de l'expatrié à Dubaï, mais ça n'a pas pris. Ce que la justice lui reproche, ce sont de graves fautes de gestion. On parle de comptes irréguliers, d'une absence totale de coopération avec le fisc et sur... En plus, elle a pas coopéré. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils lui ont dit voilà,
ça a Frézou, on va faire un contrôle fiscal. Et elle a pas répondu, quoi. Tu m'étonnes qu'elle prenne cher. Surtout du fait de ne pas avoir déclaré une cessation de paiement dans les délais légaux. Résultat, le tribunal a prononcé son placement en faillite personnelle pour 5 ans. En plus de ça, elle doit verser 150 000 € pour rembourser les dettes de sa société. Alors après, elle s'en fout. La meuf, elle est partie. Ça, le problème. Faillite personnelle, ça lui fait pas grand-chose. Elle peut continuer à faire sa vie à l'étranger, etc. Maintenant, les 150 000 €, on va les lui demander. Je sais pas trop comment on va s'y prendre, mais j'imagine qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir saisir en France, et ça m'étonnerait que... Bon, après, elle pourrait ne plus jamais donner de nouvelles à la France et rester à l'étranger, mais si elle a des capitaux en France, que ce soit des comptes bancaires, peut-être des investissements immobiliers, j'imagine que ce sera saisi pour rembourser ça. La vraie raison de la dispute entre Paga et Bébéo, regardez. Alors ça, c'est très marrant parce qu'à chaque fois, c'est une raison différente. C'est que Greg, il m'aime. Il m'aime comme son frère, comme son père. Il a jamais eu de papa. Il m'aime avec toutes ses tripes. J'ai fait beaucoup de choses pour lui. Je l'ai fait rentrer en télé. Je l'ai fait commencer la musique. Je l'ai toujours défendu parce que c'est une très très belle personne. C'est un garçon qui a toujours été hyperactif, mais fou. Ouais. Fou. Complètement déjanté de la tête. Il a toujours été, la cacahuète, elle a toujours été à l'envers. Mais dans le bon sens. Il a toujours été comme ça. Ouais. Toujours été comme ça. Et Greg, le problème, c'est que je lui appartiens. D'accord. Donc il est très possessif. Très possessif. Et il y a quelque chose que j'aime pas, moi, dans l'amitié. C'est la possession. C'est la possession. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, c'était la fête des pères. Et, en fait, j'ai invité un ami à moi qui s'appelle Jerry et qui a 2 couples d'amis que j'ai pu connaître dans le passé, qui sont devenus mes amis et que je les ai invités avec leurs enfants, et en fait, j'invite qui je veux chez moi. J'invite qui je veux. Et en fait, il a vu que j'avais invité, Jerry, sa femme, ses enfants et ses 2 couples d'amis, où en fait, il m'a fait une crise. Ah ouais, tu les invites, eux, c'est pas tes amis, et nanana, moi, tu m'invites pas. Moi, l'histoire que j'entends, elle est à chaque fois différente. C'est vrai, hein, que Bébéo est quelqu'un de possessif en amitié, et d'ailleurs, dans tous les sens du terme, c'est quelqu'un de possessif, qui veut beaucoup d'attention, qui a pas confiance en lui, etc. Ça, c'est vrai. Maintenant, moi, j'ai entendu d'autres versions, j'ai entendu d'autres histoires, et de Paga et de partout, en fait. Giuseppa, elle était pas fana. Mais en fait, personne n'était fana. Parce que Bébé a traversé une période qui, je l'espère aujourd'hui, est un peu finie, qui expliquait peut-être pourquoi il n'était pas invité lorsque Paga invitait des amis qu'il estimait être des gens normaux. Il a traversé une période où Bébé, il était plein d'excès, quoi. Il était plein d'excès. Et puis surtout, c'est difficile de discuter avec Bébé. Bébé, dans sa tête, ça tourne en rond. Et ça tourne en rond autour d'un centre de gravité qui reste toujours le même et qui est lui-même. Donc, si le fameux Jerry, pote de Paga, est quelqu'un de stable, d'intéressant, de normal, je comprends Paga qui veuille pas forcément le mélanger à un dîner avec Bébé où pendant une longue période, ce qu'aurait fait Bébé, c'est se bourrer la gueule et parler de lui en tournant autour de la table, quoi. Dans un rythme effréné. Maintenant, il semble que Bébé aille mieux aujourd'hui. Mais il l'a pas toujours été. Et je pense que lorsqu'il l'a pas été, c'était difficile de concilier ça avec, d'une part, une vie sociale, comme on parle Paga, une vie sociable normale, de gens stables, de gens éduqués, etc. Mais aussi une vie de papa, c'est pas compatible avec un mec qui a envie de se la coller toute la journée, qui parle de lui tout le temps, qui tourne en rond, qui a besoin de toute l'attention d'absolument tout le monde. Avoir la situation actuelle, j'ai l'impression que Bébé va mieux. Voilà, j'ai l'impression que Bébé va mieux. Maintenant, j'ai pas discuté pendant des heures de nouveau avec Bébé, mais je veux dire, j'ai jamais eu de conversation extrêmement intéressante avec Bébé. Alors peut-être que ça changera, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est compliqué, quoi. Donc moi, cette histoire, disons que je pense que c'est l'histoire du moment, quoi. C'est l'histoire qui passe le mieux là. Moi, je pense que Paga, il est hyper gentil. Qu'en plus de ça, il a reconnecté avec Bébé maintenant depuis que voilà, il est célib, etc. J'imagine qu'il a dû revoir Bébé. Il a pas du tout envie de lui faire de la peine. Et du coup, il a sorti une raison qui ne vexera pas Bébé. C'est-à-dire la possessivité, le fait qu'il l'aime trop. Je veux dire, c'était la plus belle manière de le dire.
Mais moi, voilà mon opinion. Mon opinion, c'est qu'il y avait beaucoup plus que ça. Vous savez, hier, on a vu que Paga avait dit qu'Adixia l'avait recontacté et qu'il l'avait laissé en vue. Il avait expliqué l'histoire, c'est-à-dire qu'ils étaient en FaceTime avec Laura, qu'elle était derrière, qu'elle avait fait coucou, machin, et qu'une fois le FaceTime terminé, elle lui avait envoyé « débloque-moi » et qu'il l'avait laissé en vue. Eh bien, regardez, elle a donné une réponse et vous allez me dire si vous trouvez ça cohérent. Écoutez, je vais réagir sur l'interview de Paga que j'ai vue tout à l'heure. Je vais remettre les petites pendules à l'heure, pas bien méchant, mais juste pour que tout soit clair en fait. Donc, il a dit dans une interview que je lui aurais fait un message pour qu'il me débloque. D'ailleurs, c'est hors contexte, allô. Il est en fait Paga, il est au téléphone avec moi, à côté et tout ça, et elle est passée derrière en mode ah vas-y débloque-moi, mais il y avait genre zéro. Voilà, donc en fait Laura était au téléphone avec Paga en FaceTime parce que. Bah alors, si elle est passée derrière le FaceTime en faisant « Eh, vas-y, débloque-moi », je sais pas comment Paga a pu, et l'expression « je cite », la laisser en vue. Non mais vous nous prenez pour qui, les filles? Vous pensez que quand il y a quelqu'un qui passe derrière le FaceTime et qui dit « débloque-moi »,« Eh, débloque-moi », on dit qu'on l'a laissé en vue? C'est pas ça, laisser en vue. Laisser en vue, c'est quand il y a un message. Ça veut dire que dans un second temps, peu importe ce qui a été dit dans le FaceTime, il y a eu un message qui disait « débloque-moi », auquel on a laissé un vue. Voilà. Ouais, c'est cela. Ouais. Émine est vivant. Émine est vivant, c'est la première preuve de vie qu'on a et elle nous est offerte par Jazz TV Show qui met dans sa story, pour ceux qui me demandent des nouvelles d'Émine, il est rentré chez lui et il est bien entouré. Comme je vous l'avais dit, il était bien à l'hôpital. Il semble qu'il n'y ait pas eu du tout de TS. Voilà, que Émine fait un petit burn-out en voulant calmer son burn-out et peut-être essayer de céder de manière artificielle. En tout cas, il n'y a pas eu de TS. Je vous avoue que honnêtement, je trouve que ne pas avoir dit dès le début, il n'y a pas eu de TS, il y avait un côté essayer d'attendrir. Il y avait un côté essayer d'attendrir. Je trouve que ça aurait dû être dit. C'était un petit peu déplacé. On est quand même soulagé que Émine soit rétabli. Ok, ça reste un être humain. On lui souhaite pas d'attenter à ses jours ni de se sentir mal au point de finir à l'hôpital. D'accord. On espère que un jour ce gars-là va se remettre en question et essayer de changer, essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Parce que là, les larmes, Émine, c'est trop, c'est too much. Pour citer une ref qui est aujourd'hui désormais culte. En tout cas, on lui souhaite quand même de se rétablir, on lui souhaite d'aller mieux, on lui souhaite de redevenir heureux, mais on lui souhaite surtout de rendre Maïsan heureuse parce qu'il semble qu'elle en ait pas fini avec lui. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne Bastos TV, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et surtout vous nous rejoignez sur Twitch. On était encore plus de 2000 en simultané ce soir. C'est ici que ça se passe. Venez kiffer avec nous. Quand on est en live, c'est encore mieux. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh